Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Pendant qu'on continue de suivre ce qui se passe au Moyen-Orient, le Hamas a fait une annonce hier comme quoi son chef de Gaza, Yahya Sinwar, va devenir le nouveau chef, la nouvelle tête dirigeante du mouvement après que le précédent chef ait été assassiné. Et là, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. D'un côté, Israël est bien peu contente de voir ce choix-là, l'appelle l'assassin, le terroriste en chef. Mais est-ce que ça pourrait venir impacter les négociations pour un éventuel cessez-le-feu? C'est ce qu'on va demander à Sami Aoun, qui est directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand. Monsieur Aoun, bonjour. Bonjour. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire pour les efforts de paix, pour les efforts de négociation de trêve, ça, l'arrivée d'un nouveau chef au Hamas? Certainement qu'il soit Yahya Sinwar, il faut toujours penser que c'était lui qui tenait en main de fer et les négociations et certainement les opérations militaires. C'est l'artisan de l'octobre 7. Nous, maintenant, on passe à presque 11e mois. Alors, pratiquement, oui, c'est un monsieur, l'homme fort de Hamas, l'homme fort maintenant de la scène palestinienne. À vrai dire, ce qu'il va faire, pour l'instant, on a deux évaluations peut-être contradictoires. D'un côté, que c'est lui qui va mener les négociations directement, et on ne sait pas comment, depuis son tunnel ou de sa cachette quelque part. Et aussi, de l'autre part, on pourrait comprendre que la bataille devrait poursuivre, et c'est un monsieur qui n'accepte pas les compromis, non plus les négociations. Pour le choix de Hamas, c'est un fait accompli. Il s'est imposé pratiquement, puisque l'aile politique a montré beaucoup peut-être de faiblesse. Elle n'a jamais pu avancer même un iota sans son approbation. Mais de l'autre part, on est en train peut-être pour le mouvement Hamas envoyer un signal que le combat se poursuit, mais aussi de l'autre part, si jamais vous le traitez avec nous selon nos conditions. Alors c'est une position de force pour le Hamas. La réaction dans le monde arabe, surtout les pouvoirs égyptiens et du Qatar, est presque embarrassante. Pour les Israéliens, ils ont maintenant une seule cible à abattre s'ils le veulent et ou à négocier avec s'ils le veulent. Oui, parce que c'est un des hommes les plus recherchés là, pour le gouvernement israélien. Là. C'est un des hommes qu'on veut abattre depuis le début. Puis ça, comme vous le dites, en étant l'architecte, là, l'organisateur du 7 octobre, des massacres qui se sont perpétrés en Israël, on peut déduire qu'on ne doit pas être super enclin à négocier avec lui là, du côté israélien. Oui, certainement. Aussi, ça pourrait peut-être conforter la position israélienne, comme quoi c'est l'Iran qui est derrière tout. C'est l'homme de l'Iran dans leur propre littérature et leur propre perception. Et pour le monde arabe, comme je disais, ils ont perdu une occasion avec un successeur de Ismail Haniyeh d'avoir une personnalité plus proche, qu'il soit du monde sunnite, pour dire les choses clairement, et qu'il soit arabe, qu'il soit la Turquie. Et en ce sens, c'est une réponse iranienne, en quelque sorte, que voilà, pour nous, nous sommes déterminés à se battre avec Israël et à toujours faire de la pression contre Israël par ce qu'on appelle l'encerclement par le feu, c'est-à-dire par le Hezbollah, les milices irakiennes chiites et les Yéménites, les Houthis. Et voilà, en ce sens, on ne sait pas au juste, est-ce que le fait que l'Iran arrive à ce niveau-là, est-ce qu'on va aller vers une autre étape, un grand compromis entre Iraniens, Israéliens et Américains, ou plutôt à garder cette guerre d'usure, même avec une intensification du feu qui va être comme une réponse punitive contre l'assassinat d'Ismail Haniyeh et du chef militaire de Hezbollah, Fouad Shukr. Ici, on est à observer parce que il faut aussi observer ce qui est dans les navettes diplomatiques. Il semble que les Américains sont en train de chercher des nouvelles lignes rouges pour les Iraniens et pour les Israéliens ou de nouveaux paramètres pour pouvoir continuer cette prétendue, si vous voulez, vengeance
des deux assassinats. Oui, parce que là, c'est ça. On a le premier représailles de la part d'à peu près tous les groupes militaires qui entourent Israël en ce moment. À quel point c'est des menaces pour Israël, M. Aoun? Parce qu'on les entend souvent promettre représailles, faire des tirs de roquettes, mais à chaque fois, on a l'impression que ça fait peu de dégâts, que ça a peu d'impact. Est-ce qu'il représente une vraie menace pour les Israéliens? De côté, les assassinats, généralement, ont peut-être un impact, peut-être de courte durée, mais cela ne change pas vraiment les dynamiques stratégiques et dans les rapports de force plus que le nécessaire. C'est pourquoi on est à peu près sur le même niveau. Les Israéliens ont leurs points faibles. On n'est pas sûr que leur système de défense, qu'il soit le DOM ou d'autres mécanismes, sont capables de parer à ces missiles hypersoniques qui pourraient être lancés de l'Iran et surtout si jamais aussi des missiles balistiques qui pouvaient inonder, si vous voulez, les mécanismes de défense en Israël et toucher soit un site urbain, Haïfa ou Tel Aviv, ou toucher d'autres sites militaires. La réponse israélienne pourrait être aussi dévastatrice parce qu'il y a l'aviation américaine qui est à leur appui. Aussi, il y a certainement leur propre défense de l'aviation militaire qui pourrait toucher à ce moment, et c'est ce que je disais sur les lignes rouges, pourrait toucher un site nucléaire iranien ou toucher aussi des centres urbains en Iran. Et sur ce point, alors l'humiliation de l'Iran dans l'assassinat de Haniyeh va être plus doublée qu'on le considère. Et cela se fait dans la période de la course électorale à la Maison-Blanche. Et à ce moment, on pourrait dire que M. Netanyahou d'un côté, l'Iran, le Hezbollah, sont en train de voter peut-être pour le nouveau président ou préparer le terrain pour une nouvelle présidence américaine. Quand on parle de M. Yahya Sinwar, là, donc le nouveau chef du Hamas, qu'est-ce qu'on sait de lui précisément comme individu? C'est un homme de sécurité qui a été emprisonné en Israël, qui connaît parfaitement la langue hébraïque, il connaît bien l'hébreu, il connaît bien la psyché israélienne, il connaît aussi quand même après 2 semaines, mais on connaît aussi un autre point chez lui, c'est un homme de sécurité. Lui, il a été chargé de créer un système de sécurité contre les collaborateurs palestiniens des Israéliens. C'est pourquoi ses mains sont aussi assez ensanglantées par un sang palestinien, parce qu'il essayait d'éliminer les gens qui pourraient être des passerelles pour les Israéliens ou des oreilles d'espionnage. L'autre point qui est aussi connu, c'est un homme qui n'est pas nécessairement un religieux au sens propre, mais c'est un homme très fanatique ou très peut-être accroché à sa idéologie islamiste qui se rapporte à la mouvance des frères musulmans. Donc c'est un idéologue et pour lui, d'après les enquêtes qui ont été révélées de sa part, le Hamas, c'est sa vie, ça c'est une cause existentielle pour lui. Et de l'autre part, comme les ultra-conservateurs sionistes religieux en Israël, pour eux, c'est un combat, plutôt une guerre existentielle et non pas une guerre de frontières ou de créer la solution à deux États. Donc nous sommes devant deux visions de guerre d'anéantissement l'un pour l'autre. Ouais. C'est pas jojo, c'est pas joyeux tout ça de l'entendre, mais vous avez raison d'énoncer les faits. Tantôt, M. Aoun, je vous entendais parler de l'aviation américaine. C'est quelque chose très tôt dans le conflit qu'on a vu entrer en scène. Là, les Américains ont dépêché ce qu'on appelle un Carrier Strike Group, un groupe de porte-avions dans la Méditerranée pour surveiller ce qui se passait puis éviter qu'il y ait des débordements dans la région. Depuis ce temps-là, on n'en a pas entendu parler. Là. Genre 0, 0, 0, on n'entend pas un mot là-dessus. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils ont encore un impact, une surveillance dans la région? Oui, certainement, la capacité de dissuasion des Américains a fait la différence en avril passé contre Iraniens et qu'ils ont un appui aux Israéliens. Pour le moment, ce que les Américains disent, au moins solennellement, nous sommes ici pour défendre Israël, non pas nécessairement pour l'aider à attaquer l'Iran ou le Hezbollah.
Alors, ça, c'est une position de principe. Mais vous avez raison de dire que oui, ils sont toujours là, mais ça ne diminue pas. Il y a une heure à peu près, on a compris qu'il y a les F-22 qui sont déjà en Grande-Bretagne et qui se dirigent vers le Moyen-Orient. Alors, en ce sens, oui, les Américains vont utiliser cette force de dissuasion pour pouvoir atténuer la réponse israélienne ou la vengeance iranienne plutôt contre Israël et le Hezbollah. Alors ici, il y a une course entre diplomatie et pression militaire. Et ce qui est rentré dans le jeu, c'est un peu aussi à détecter ou à comprendre un peu plus profondément, c'est la rentrée de la Russie. On voit que M. Poutine dit aux Iraniens, essayez que votre riposte ne touche pas les civils, mais en même temps, on se comprend et il semble que la Russie va donner aux Iraniens d'autres mécanismes de défense et c'est ce qui se fait maintenant. On voit que les Iraniens renforcent leur défense vers le sud de l'Iran où c'est leur point faible parce que les Israéliens pourraient les attaquer de ce côté parce que il y a une courte, moins grande distance de ce côté. Toujours intéressant de parler de ces enjeux-là, très certainement qu'on va en reparler encore souvent ensemble, M. Aoun. Malheureusement, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas loin, je pense pas que ce soit près d'être terminé, ce conflit-là. Je rappelle, Sami Aoun, vous êtes directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Je vous en prie, au revoir.